Salut tout le monde, avant d'attaquer la vidéo, comme l'année dernière à peu près au même moment, je vais vous faire une petite annonce, qui est même une grosse annonce. C'est pour vous dire que le week-end du 2 et 3 septembre à Avignon va se tenir en fait le festival Frames, qui est un festival dédié à la création vidéo sur le web, qui est organisé par l'équipe du cinéma Le Pandora, dans lequel je me trouve actuellement, en collaboration avec Patrick Daxolot, Mathieu de French Food Porn et moi-même. L'année dernière, la première édition avait vraiment dépassé toutes nos espérances, donc on était ravis. Et on remet le couvert cette année pour la deuxième édition, où on a pris le parti en fait de changer, de faire un turnover dans l'affiche pour continuer à montrer tout le foisonnement, toute la diversité de la création sur le web. Sur l'affiche de cette année, on aura notamment Usul, Nexus 6, Y Penser, Professeur Feuillage, OGG, Claire Fégreux, Raphaël Lécrac, Jules Fou, Dans ton corps, blablabla, beaucoup de choses. Je vais vous laisser voir je vais vous mettre les liens en description de la vidéo, bien entendu, pour voir l'affiche, le programme qui va arriver incessamment sous peu, le programme précis. Bon, bien sûr, Axolot, French Food Porn et moi, on revient. On est un peu à la maison ici. Et comme l'année dernière, ça va se dérouler dans quelques lieux vraiment assez incroyables à Avignon. On a le Palais des Papes, le putain de Palais des Papes. Le cinéma Le Pandora, ça se passera aussi ici. Il y aura la collection Lambert, qui est le musée d'art moderne. Il y a un nouveau lieu qui est le théâtre du Chêne Noir. Donc en plus de faire le festival, vous pourrez visiter ces lieux dans des circonstances assez particulières. Et il y aura plein de petits trucs un peu spéciaux, vraiment, que ce soit conférences, bien sûr, dédicaces, des tournages en public, du one-man show, des surprises, des apartés, des quiz. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et m'est avis que ça va être plutôt pas mal. Et maintenant, passons à la vidéo. Effet. On a souvent tendance à penser que l'originalité, c'est un peu le critère ultime pour dire si un film est bon ou pas. On a tous ces discours depuis une quinzaine d'années, comme quoi Hollywood, il n'y a plus d'inspiration, ce n'est que remake, reboot, reimagining, rehash et que sais-je. Et dans une certaine mesure, ouais, c'est un problème quand ça devient une manière de servir du pré-mâché sans aucune créativité derrière ou sans aucun effort. Mais non, dans la mesure où c'est pas forcément l'unique problème dans l'industrie du ciné actuelle. Et l'originalité, c'est bien sûr super important, mais c'est pas uniquement une fin en soi. Et en voyant un film comme La Planète des Singes 3, coup sur coup avec Valérian, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un film comme La Planète des Singes 3, qui par bien des aspects est pas très original, fonctionne 1000 fois mieux qu'un film comme Valérian, qui lui est original? On va attendre la fin de la séance. Aucun respect. Bon, quand je dis que Valérian est original, oui et non. Bien sûr, il y a plein d'influences qui sont super identifiables, que ce soit dans la pop culture au sens large, dans le matériau de base, Valérian et Laureline, dans le jeu vidéo même, ou même Besson fait des autocitations. Il y a pas mal de clins d'œil au cinquième élément dans ce film. Il y a notamment certaines créatures qui ressemblent au Mangalore, j'ai trouvé. Donc, oui, c'est identifiable, mais dans la manière de traiter le tout, de l'agencer, Valérian, c'est un blockbuster qui ressemble pas au tout venant du blockbuster. Déjà par les shots de casting, enfin les deux têtes d'affiche qui sont complètement en décalage avec ce genre de grosse production, en tout cas en premier rôle. Merde, il y a quand même Herbie Hancock qui joue dans ce film. C'est pas rien, c'est totalement atypique. Donc il y a ce côté déjà atypique par les tronches qui nous sont mises en avant, et même par la patte de Besson. On aime ou on n'aime pas ce qui fait le style de Besson. Mais après, il a quand même un truc bien à lui. Ça se voit plus trop au niveau de la mise en scène elle-même, mais je sais pas, dans ces films, il y a quand même une tonalité bessonienne, pour le meilleur et pour le pire. Là, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a un amour des gueules aussi. C'est un truc qui se fait rare dans le cinéma grand public actuel. Vraiment, les tronchasses. D'ailleurs, le personnage d'Alain Chabat, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus dans ce film. Il est vraiment sous-exploité de ouf. Il y a une tendance aussi, une manière qu'a Besson d'aimer le bizarre, les espèces d'incursions dans l'étrange, la scène du chapeau, avec Cara Delevingne notamment. Même un type d'humour qui fonctionne pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est assez atypique. L'espèce de créature qui veut donner une robe à Laureline, qui rit de manière insistante, de manière très bizarroïde. Il y a plein de petites touches par-ci par-là qui font que Valérian est en décalage avec la production en public actuelle. C'est peut-être la saveur européenne du truc qui fait la différence. Tandis que La Planète des Singes 3, j'ai dit que c'était pas original. Là aussi, oui et non, c'est original dans la mesure où, par exemple, les effets spéciaux ont atteint un niveau de réalisme complètement inédit. Sur ce plan-là, c'est original. Et d'ailleurs, ça fait aussi un petit peu pâlir Valérian, parce que La Planète des Singes 3 montre vraiment que le rôle des effets spéciaux, passer le premier truc du « waouh », c'est censé se faire oublier. Et passer les 10 premières minutes où je me suis extasié devant la performance capture et la représentation des singes, j'ai complètement oublié que j'avais affaire à des créatures numériques par la suite. J'avais affaire à des personnages de cinéma qui étaient à un même degré de réalisme que les humains. Et ça, c'est incroyable. Tandis que dans Valérian,
les Pearl et d'autres créatures, je suis désolé, ça crée une dissonance parce que d'un côté on a les vrais acteurs en chair et de l'autre les créatures numériques, qu'elles soient en performance capture ou pas, qui font beaucoup trop cartoon et ça crée vraiment une dissonance où j'ai l'impression d'avoir affaire à deux films différents qui interagissent pas forcément les uns avec les autres. Et les Pearl, bien sûr, sont censés avoir ce côté éthéré dans Valérian, mais je sais pas, il n'y a pas de notion de gravité, vraiment de poids qui est là. Et c'est toujours le problème vraiment avec les créatures représentées en image de synthèse. C'est très difficile de donner une sensation réaliste de ce poids, même avec de la performance capture. Même le plan séquence avec Valérian qui court là d'une salle à l'autre en traversant les murs, il n'y a aucune forme de réalisme dans la manière dont les mouvements de la doublure numérique se produisent, quoi. Donc La planète des singes est original par rapport à ça, mais par rapport au reste, c'est un film qui est assez prévisible, qui est juste dans un moule assez préétabli, qui raconte une histoire qu'on a vu raconter beaucoup de fois sur deux factions, deux groupes différents qui luttent pour une sorte de suprématie, pour le fait de perdurer, qui a une espèce de lutte de survie. Mais là où le film se distingue, c'est que, tout simplement, il est bien construit. Il est bien construit, contrairement à Valérian, qui est une suite de blocs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Je suis sûr que pour Valérian, en fait, il y a eu une énorme période de pré-production où il y a eu énormément d'artistes qui ont bossé sur le truc. Et je pense que Besson a vu cet univers se développer devant ses yeux, qu'il y avait de très 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 bonnes choses dedans, et il s'est laissé un petit peu submerger là-dessous en se disant « Putain, j'ai cet univers sous la main, il faut absolument que j'arrive à tout montrer, quoi. » Et cette espèce d'ivresse à vouloir livrer toutes les clés de cet univers. Et résultat, il ne fait que montrer effectivement des pans de cet univers, mais qui n'ont pas de réel lien entre, je reprends l'exemple du personnage d'Alain Chabat, toute cette section est complètement gratuite avec ce personnage, alors que c'est dommage, c'est vraiment un personnage que j'aimerais plus voir, qui est assez haut en couleur, assez drôle, mais ça fonctionne par blocs hermétiques les uns aux autres, qui finalement n'arrivent pas à choper l'humain dans cette histoire, n'arrivent pas à choper un fil directeur fort qui permet vraiment de s'investir émotionnellement dans les personnages et dans ce qui se passe. Et comme beaucoup de films qui sont trop simpliste au niveau de ce qu'il raconte et n'arrive pas vraiment à trouver un fil fort, le film surcompense avec une fausse complexité. Il y a pas mal d'aspects du scénario, même à la fin sur les Pearls, le rôle de la créature, le fait que leur monde se reconstitue dans leur vaisseau plus ou moins. Enfin, il y a plein de trucs, peut-être que j'ai pas fait attention au bon moment dans le film, mais ça devrait pas être aussi compliqué à comprendre certains trucs qui sont complètement fumeux, alors que le film paradoxalement est très très simple, voire trop. Donc c'est cette espèce de grand écart bizarre entre ces deux trucs qui fait que le film, en termes d'investissement émotionnel, fonctionne assez peu. Tandis que l'humain, dans La planète des singes 3, c'est au centre du récit, avec toute la thématique de la bestialité contre l'humanité, et le retournement du truc, où en fait, par peur de perdre leur humanité, les humains sont devenus beaucoup plus bestiaux et inhumains que ce qu'ils considèrent comme des animaux, à savoir les singes. Donc il y a un renversement super intéressant, qui est simple, qui a un enjeu simple, mais qui a un enjeu super fort. Et ce qui est fort aussi, c'est que ça tombe pas dans le manichéisme. Le colonel, joué par Woody Harrelson, est devenu taré par bien des aspects, notamment la longue scène où il explique à César ce qu'il a fait, notamment par rapport à son fils. C'est chaud, c'est super tendu. Mais dans le fondement, ces motifs, ils sont assez compréhensibles. On est face à une humanité en voie d'extinction qui juste essaie de se raccrocher au meuble et déploie tous les sacrifices nécessaires et toutes les extrémités nécessaires pour survivre, quitte à se louper complètement et à faire des choix complètement à côté de la plaque, et à ne pas voir que y a une cohabitation possible avec ces singes. Et le truc qui est super fort, c'est que dans ce film, il n'y a aucun personnage humain auquel on peut s'identifier. Tous les personnages dans lesquels on peut s'investir émotionnellement, réellement, ce sont des singes. Et je crois pas avoir déjà vu un film, en tout cas grand public, qui est arrivé à faire ça. Même dans les films où des animaux sont les personnages principaux, il y a des personnages humains pour se raccrocher. Et ça pourrait être très facile d'aliéner une partie du public qui pourrait pas s'investir et pour dire non, j'ai besoin d'un personnage humain positif dans lequel je peux m'investir. Le film ne fait pas ça. Et il se tient de bout en bout, ce qui montre vraiment que l'humanité, ça sert le propos du film, parce que l'humanité, elle est dans les actes, et pas dans ce qui te détermine à la base, de quelle, ethnie ou de quel truc tu es. C'est vraiment les choix que tu fais en tant qu'être vivant. Donc c'est un film vraiment où la forme est ultra raccord avec le fond. C'est un film aussi qui a une musique qui déchire, et ça c'est super rare, donc je le mentionne, notamment la première scène de l'apparition de Woody Harrelson, avec cette musique tribal qui prend vraiment aux tripes, qui fait pas que souligner l'action, mais qui la sublime. Le premier face-à-face entre César et le colonel, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression de voir un film de samouraï de Kurosawa. Il y a un truc vraiment très très fort qui se produit, avec très très peu de mots, vraiment une économie de mots. Dans ce film, il y a
assez peu de choses qui sont dites vraiment. Et ça fonctionne vraiment en langage purement cinématographique, de l'image, de l'attention, des choses qu'on comprend sans avoir besoin qu'un personnage nous les raconte. En parlant d'économie de mots, il y a aussi la scène superbe, vraiment, où Maurice découvre la fille et essaye de la rassurer en lui disant qu'ils ne lui veulent pas de mal. Et c'est une scène qui s'étire, où il n'y a aucune parole prononcée, juste des gestes d'apaisement, des gestes de témoignage de confiance. Et c'est, je crois, avec la scène de la première apparition du colonel, la scène qui m'a le plus marqué dans le film. Et c'est ces scènes vraiment qui sont du pur cinéma, c'est les scènes qui n'ont pas de parole qui m'ont le plus marqué. C'est fou. Le seul bémol que j'ai vis-à-vis de La Planète des Singes 3, c'est la fin. Je ne vais pas spoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, mais c'est un film qui ne sait pas exactement quand terminer, qui n'a pas la science du plan qui marque. Et justement, pour un film qui sait autant passer de mots pendant tout son déroulé, eh ben, il surabuse de mots à la fin, de paraphrases de ce qui se passe à l'écran, et on sort les violons et la grande émotion. C'est dommage, vraiment. Il n'y avait pas besoin de dire tout ce qui est dit à la fin du film pour qu'on comprenne ce qui se passe émotionnellement pour César, pour ce que ça représente. Et donc, j'aurais coupé genre 1 minute plus tôt, avec une économie de mots. Ça aurait été beau. Donc tout ça pour dire que l'originalité, ça peut rendre un film intéressant, mais pas forcément bon. Valérian est un film intéressant, qui est assez raté et gâché. Et d'ailleurs, ça me fait chier, parce que si ce film avait été bon et qu'il avait pu avoir un succès critique et public assez conséquent, ça aurait pu amener de bonnes choses vraiment par rapport à l'industrie française et son rapport au film de genre, dont j'avais parlé beaucoup sur la chaîne, ce problème du cinéma de genre en France. Et là, ça reste en demi-teinte et je pense pas que ça va faire avancer grand-chose. Peut-être en termes d'industrie, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, Besson est plus intéressant en tant que businessman, en tant que producteur et en tant que ce qui fait son côté exception, son côté grain de sable dans l'industrie française, plutôt que par ce qu'il réalise ou écrit, du coup. Qu'est-ce qui fait qu'au cinéma ou ailleurs, on aime voir et revoir toujours les mêmes histoires, placées dans un contexte différent, mais toujours les mêmes histoires. C'est toujours l'adage du « toutes les histoires ont été racontées, maintenant ce qui va les différencier, c'est la manière de les raconter ». Je pense tout simplement que depuis des milliers d'années, notre imaginaire d'humain, il n'a pas changé tant que ça. La société a évolué, mais on reste peu ou prou les mêmes, avec les mêmes émotions, les mêmes enjeux, la même envie d'ailleurs, la même propension à réfléchir à ce qu'est l'humain. On reste sur ces mêmes trucs de base. Donc tout ce qui va en découler ne sera qu'une déclinaison de ces trucs fondamentaux. C'est peut-être pour ça qu'on en revient toujours aux mêmes structures d'histoire, avec, je reprends l'exemple de Joseph Campbell, qui a été repris 1 milliard de fois ces dernières années, mais le monomythe, quoi, le voyage du héros, qui est juste une quintessence d'histoire qui est racontée depuis la nuit des temps, et qu'on continuera à raconter pendant des siècles et des millénaires, si on survit jusque-là. Ce dont on a besoin, c'est d'une bonne histoire racontée avec honnêteté et efficacité. Et ce qui fait qu'un film comme La Planète des Singes 3 fonctionne, je pense que c'est avant tout cet amour de l'artisanat. Et je dis pas que Besson n'a pas cet amour de l'artisanat, notamment dans sa pré-prod, je pense qu'il y a un amour total de l'artisanat dans la manière de confectionner cet univers à la base. Mais dans La Planète des Singes, dans son exécution, et dans son écriture, il y a ce savoir-faire vraiment qui est du bon film grand public à l'ancienne. Et c'est pas une manière de dire que tout était mieux avant, mais il y a ce savoir-faire qui est de quintessence, de bonne histoire qui est là. Il arrive à trouver l'humain, tout simplement. Et c'est pas pour rien que j'ai l'impression que c'est un truc très moderne en fait, de dire que si un truc est pas original, c'est qu'il vaut pas le coup et que c'est pas vraiment de l'art. Mais pendant longtemps, je pense à la culture classique, en Grèce antique ou il y a longtemps, le même mot était utilisé pour parler d'art et d'artisanat. Et c'est un truc très moderne vraiment d'avoir apporté cette originalité et de l'avoir mis vraiment comme critère essentiel. Je pense que c'est important. Je suis un des premiers à dire que j'aime être surpris au cinéma. Vraiment, c'est important pour moi. Mais il faut aussi que je sois emmené dans une histoire. Et quand une chose est bien faite, vraiment, même si elle n'est pas surprenante, c'est un truc super important. Et je pense que c'est ce savoir-faire qui est en déperdition chez les majors et à Hollywood, plus que l'originalité. Donc voilà pour mes 2 cents sur ces 2 films et leur rapport à l'originalité. Je vous dis à très bientôt, très bientôt pour un autre après-séance, et le prochain Fossoyeur arrivera autour du 20-25 août, par là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.